Alors, sur le plan suisse, c'est-à-dire sur le plan fédéral ou confédéral, comme on pourrait dire, il y a bien une censure, mais il n'y a pas de commission de censure, il n'y a pas d'organe chargé d'appliquer une censure préalable. Pour toute la Suisse. Pour toute la Suisse. Simplement, la Confédération peut se défendre sur la base du Code pénal suisse. Et c'est le ministère public qui est chargé de vérifier sur plainte si tel ou tel film n'est pas contraire au Code pénal suisse. Je vais vous citer 3 exemples dans lesquels il est intervenu. En 1942, Wolfgang Liebenheiner a présenté en Suisse un film qui s'appelle « Ich klage an », « J'accuse ». Ce film, remarquablement fait, était une apologie de l'euthanasie. L'euthanasie étant interdite par le Code pénal suisse, le procureur a interdit la diffusion de ce film en Suisse puisqu'il était contraire à l'ordre établi. Quelques années plus tard, la paix est revenue, un film américain mais tourné en Allemagne de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, a également été interdit. Il a été interdit alors qu'il avait déjà passé à Delémont, qu'il avait passé à l'école de recrue de Lausanne, c'était un film de guerre, disons un peu antimilitariste, il n'avait pas empêché d'être présenté à une école de recrue. Mais lorsque ce film a été présenté à Berne, l'ambassade française s'est émue, car la France n'était pas présentée sous son jour le meilleur. Ce film, oui, je vous le rappelle, c'était l'histoire des mutineries de 17. Oui, avec les fusils pour l'exemple. Des fusillés pour l'exemple. Et l'ambassade de France retrouvait que ce film venait bien mal à propos, il ternissait l'image glorieuse de la France, et grâce à l'influence de l'ambassade de France, le film a été interdit sur tout le territoire suisse. Il n'a été libéré que récemment. Et quel rapport avec le Code pénal suisse? Parce que le Code pénal peut réprimer des actes qui portent atteinte aux bonnes relations entre pays amis. C'est un peu... C'est un peu, mais enfin, ça existe. Et le troisième exemple, alors là, vous le voyez, vous le lisez fréquemment, on peut dire que tous les mois, on apprend qu'un personnage a été arrêté à la frontière, à Bâle ou à Chiasso. Sa voiture a été fouillée et on a découvert des films pornographiques et des publications obscènes. On tombe sous le coup de l'article 204 du Code pénal suisse. Si je suis un exploitant, un distributeur de films, j'ai un film que j'ai loué, que j'ai acheté, qui s'appelle, je ne sais pas, Les Bas-fonds de Hambourg. Qu'est-ce que je dois faire pour le passer? Alors, vous devez m'envoyer votre scénario. Vous devez communiquer votre scénario au département de justice et police, qui statuera sur le film, c'est-à-dire si le film peut être autorisé d'emblée, s'il peut être admis à 16 ou 18 ans, ou s'il doit être donné à la commission. Le département, c'est vous, oui, en fait. Oui, c'est mon service. Mais est-ce que sur un scénario de quoi? Le scénario complet, les dialogues, tout, ou simplement le récit? Non, quelques exploitants nous envoient des scénarios très complets, c'est-à-dire sur plusieurs pages, où l'histoire est vraiment donnée avec de grands détails. Mais d'autres nous envoient simplement une simple page, comme celle-ci, vous voyez, où il y a la trame du sujet. Oui, mais là, vous ne pouvez pas voir si les images qui s'y trouveront. Non, justement. Alors, dans certains cas, nous avons des scénarios qui ont beaucoup d'images. Ah oui, d'images publicitaires, déjà. Oui, c'est ça. Alors là, on se rend compte, il y a déjà des cadavres, il pourrait y avoir des filles nues, il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui nous inciteraient à être plus prudents dans notre... c'est certainement le cas de ce film dont je vous parle, si je suis exploitant. Il y a des filles nues, on se bat, on tire des coups de revolver, on vole. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je crois que la meilleure procédure à adopter, c'est que j'aille voir le film et que je me rende compte si les images sont forcées sur le scénario pour inciter l'exploitant à prendre le film parce que c'est un film qui aura un impact et qui fera de bonnes recettes, ou bien si réellement le film est violent. Et c'est vous toute seule qui allez décider de ça? Oui, c'est-à-dire que, puisque c'est mon service, c'est moi qui m'occupe de faire ce tri. Et alors j'irai voir le film et je dirai à l'exploitant, je peux le mettre à 16 ans, mais j'estime que certaines scènes sont trop violentes pour des adolescents de 16 ans. Si vous pouvez les couper, je le mettrai sans autre à 16 ans. Mais tel qu'il est, j'hésite. Alors à ce moment-là, s'il est d'accord, si son distributeur est d'accord, nous ferons des coupures et nous le mettrons à 16 ans.
Ce serait pas dangereux cette question de coupure? Vous ne pouvez pas défigurer un film? On ne peut pas défigurer un crime. Oh, on ne peut pas, comment dirais-je... Non, hélas, ce n'est pas une mutilation, n'est-ce pas? Mais pourquoi montrer une scène sanguinaire pendant plusieurs secondes alors qu'on peut simplement l'esquisser parce qu'elle est nécessaire à la compréhension du film? Mais pourquoi s'étendre là-dessus? Mais c'est dans des films comme, je sais pas, comme Orange Mécanique par exemple, ou comme Dernier Tango à Paris, est-ce que vous avez fait des coupures? Non, nous n'avons fait aucune coupure, ni dans l'un ni dans l'autre. Et on aurait pu en proposer. Oui, mais je dois dire que, de toute façon, nous les avons regardés sur le plan humain, sur le plan esthétique, et nous n'avons pas voulu mutiler une œuvre parce que c'était tous les deux des films de qualité. Oui, donc le côté chef-d'œuvre, le côté respect de l'œuvre d'art existe. Ah oui, il existe certainement. La Constitution bernoise interdit toute censure préalable. Bon, Autrement dit, il n'y a pas de censure. On peut tout passer. On peut tout passer, et n'importe quel citoyen suisse ou même étranger se trouvant sur le sol bernois, à partir de 16 ans et étant libéré des écoles, peut voir n'importe quel film. C'est la loi bernoise. Eh bien, le fonctionnement de notre censure est relativement simple. Nous avons d'abord la production des listes qui nous sont présentées par les directeurs de salle. Nous faisons un premier tri sur la base du fichier qui contient entre 35 et 40 000 fiches. Nous pouvons déjà déterminer, d'après la cotation que nous disposons, dont nous disposons au département, si le film doit être passé en commission de censure ou non. Nous avons 3 catégories avant la censure. Alors, d'où viennent ces fiches qui déjà sont une sorte de pré-censure? Oui, c'est l'établissement, ce fichier se fait sur la base des différentes revues que nous avons, des revues suisses, des revues qui émanent du Filmerat, cotation catholique à Zurich, et d'autres cotations qui sont françaises. Cotations catholiques aussi? 3, oui. Elles sont catholiques aussi, oui. Alors, dans cette commission, nous avons des représentants de l'opinion publique, de différentes tendances, des groupements d'utilité publique. Il y a donc des enseignants, il y a des juristes, il y a des mères de famille, il y a des représentants des milieux catholiques et des milieux protestants. Il y a un tiers de dames. Donc la commission est composée de 15 membres, dont 5 dames. Obligatoirement, pour avoir leur réaction. Oui, c'est ça. Et puis alors, elles aussi, parce qu'elles sont des mères de famille, et puis parce qu'elles connaissent les problèmes des adolescents, des jeunes, surtout des adolescents, parce que nous n'avons le droit de statuer à justice et police que jusqu'à 16 ans. Tout ce qui est en dessous de 16 ans est du ressort de l'instruction publique. Qui est une autre commission? Qui est une autre commission. Alors, pour revenir à la vôtre, est-ce qu'il y a des représentants du cinéma? Des producteurs, non, pas des représentants de la production, ni de l'exploitation. C'est pas juste. Mais il y en a par contre à Lausanne, il y en a même 2, et comme nous travaillons en collaboration avec le canton de Vaud, et que toutes les décisions que nous les prenons avec le canton de Vaud, il y a forcément donc les 2 représentants vaudois. Notre commission de censure se compose de 2 commissions. Il y a une commission d'examen composée d'11 membres, dont j'assume la présidence, et d'une deuxième commission qui est la commission de recours. Alors, cette commission, composée de 5 membres, présidée par le directeur du département, revoit le film avec les membres du Conseil d'État. Et c'est là, sur la base de ces constatations, sur le déroulement du film, à nouveau, bien entendu, que la commission fera une proposition au Conseil d'État de maintenir l'interdiction ou proposer l'admission à 18 ans, par exemple. Le résultat de tout ça, c'est-à-dire vous autorisez et vous interdisez en gros, enfin, combien de films par an? Bon an, mal an, nous pouvons dire entre 8 et 10 films interdits par année, sur 1 millier en chiffres ronds qui nous sont présentés par les directeurs de salle. Donc ça représente un pourcentage vraiment infime. Donc ça, on vous en présente à peu près 1 millier par an? 1 millier par an, oui, c'est un peu plus ou un peu moins, donc c'est le chiffre de base. Et ces interdictions ont quelle raison, en somme? Quel est le critère? Ben, nous avons différents critères d'après notre règlement. Il peut y avoir des films qui soient obscènes, des films jugés malsains,
Des films qui portent atteinte, par exemple, aux sentiments religieux de la population, voilà, sont en gros les motifs d'interdiction. Et combien de films passent entre vos mains devant votre jugement chaque année? Alors là, je vais consulter mes fiches. Alors, au point de vue commission, la commission a été appelée à se prononcer sur la projection de 41 films en 1972. Si vous désirez, je vous dirai encore comment ils ont été acceptés. 12 ont été autorisés sans réserve, 6 avec réserve, avec des réserves concernant la publicité surtout, et 10 avec des coupures, 13 ont été interdits. Quelle était la totalité des films qui vous ont demandé un visa cette année-là, en 72? En 72, il y en a eu entre, je ne sais pas exactement parce que je ne les ai pas comptés, il y en a eu entre 450 et 475. Et vous en avez interdit 13? Oui. Alors le pourcentage est relativement faible. Évidemment, là-dessus, il y a tous les petits films, les comédies musicales, tout est dans ce chiffre. Oui, c'est ça, bien sûr. Et vous n'avez pas l'impression que vous avez privé les spectateurs d'un chef-d'œuvre? Ah non, alors ça, j'en suis bien certaine. Parce que les films des grands metteurs en scène n'ont jamais été ni interdits ni coupés. À Genève? À Genève. Maintenant, je ne sais pas dans les autres cantons, je ne vous parle que de Genève. Maintenant, je vous parle de Genève et de Vaud depuis 3 ans, depuis que la collaboration existe. Alors, vous voyez, par exemple, ce qui se passe à Neuchâtel, canton protestant, où l'on a aboli la censure préalable. Alors, mais en revanche, on a élevé l'âge d'admission. C'est-à-dire que certains films peuvent être interdits au moins de 20 ans. Ce qui, à mon avis, est absurde au moment où l'on parle, au contraire, d'abaisser la majorité civique, l'âge civique. Oui. Alors, que se passe-t-il dans ce canton? L'autorité ne fait que fixer les âges. Oui. Bon, un film, disons, très osé, à la limite, est fixé à 20 ans. Oui. Donc, tout le monde, toutes les personnes ayant plus de 20 ans peuvent le voir. Mais tout citoyen a le droit de porter plainte s'il se sent blessé dans ses sentiments les plus intimes. Et il est arrivé ceci à Neuchâtel, c'est qu'un citoyen, ou non de plusieurs, a déposé plainte contre 2 films qui passaient dans une salle qui s'était spécialisée dans le genre des films, disons, sexy. Le procureur a envoyé 2 juges pour voir chacun l'un des 2 films. Ces juges ont estimé que ces films étaient obscènes et tombaient sous le coup du code pénal, et ils ont ordonné la saisie des films. Le procès s'est ouvert, un procès a été donc engagé contre l'exploitant et le distributeur, sur la base de l'article 204 du code pénal suisse. Et le juge a estimé que tant l'exploitant que le distributeur étaient de bonne foi, puisqu'ils avaient présenté des films qui avaient passé dans les autres cantons. Donc, il faut se dire, si le film n'est pas obscène à Berne, mais il n'est pas obscène non plus à Neuchâtel. Ou si au contraire un film est obscène à Neuchâtel, il est également obscène à Berne, donc il doit être interdit sur le territoire suisse. Donc ils ont estimé qu'ils étaient de bonne foi, le juge les a libérés, les frais ont été mis à la charge de l'État, mais en revanche, le juge a estimé que les films incriminés tombaient effectivement sous le coup de l'article 204 du code pénal suisse, que c'était des films obscènes, et alors il a ordonné leur confiscation et leur destruction. De la on dit, bon, copie, vous avez fait joujou maintenant avec ces films-là, maintenant c'est terminé, on ne s'amuse plus avec. Ah, mais les cinéastes suisses ont une chance, je dirais, inouïe, c'est qu'ils peuvent, non, pas provisoire, ils peuvent travailler en toute liberté. Ils ne sont pas gênés par des mesures syndicales comme en France, on n'est pas obligé d'avoir un pourcentage de techniciens suisses ou d'artistes suisses pour tourner. Si vous voulez demain vous tourner un film, vous tournez votre film tranquillement, vous n'avez pas d'autorisation spéciale à demander, à moins que vous les tournez dans la rue, il faudra l'autorisation de la municipalité pour que vous puissiez disposer de la rue à ce moment-là, ou avoir l'autorisation de tourner dans un magasin. Enfin, ce sont des simples mesures de police, mais le scénario n'est pas examiné à l'avance par une commission, comme c'est le cas par exemple en France, où l'on peut refuser l'autorisation de tourner, si je suis bien informé, et empêcher ainsi la naissance de l'œuvre. Presque. Enfin, c'est plus subtil, mais enfin, on donne un avis préalable, et puis cet avis préalable
fait qu'on n'a pas de crédit de banque et qu'on ne va pas tourner. Mais si je veux demain tourner un film sur le Jura, un film anti-bernois, violent, séparatiste, je le fais et j'ai pas d'ennui. Vous pouvez le faire, tout le monde le voit. cela a été fait. Je vais vous donner un exemple que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est assez intéressant. Le fameux ciné-journal suisse, qui a beaucoup de peine à survivre, un jour avait tourné un numéro particulièrement intéressant sur le Jura, il y a de ça une quinzaine d'années. Eh bien, ce numéro n'est jamais sorti sur les écrans, car les Bernois, disons le gouvernement bernois, s'est offusqué de ce numéro et a demandé qu'il ne passe pas. Alors là, nous avons un cas de censure politique. Le film a été tourné. Arbitraire ou légal? Je ne connais pas alors la loi qui permettait de l'interdire. À mon avis, c'est arbitraire. Le ciné-journal suisse devait avoir le droit, et je dirais même l'obligation, de traiter un sujet qui intéresse toute la nation. Je ne sais pas très bien quoi penser de la censure, parce que, si vous voulez, on sait que dans les pays occidentaux, l'absence de censure est souvent un mal. Par exemple, l'absence de censure aux États-Unis, où il n'y avait pas de censure fédérale, a fait que, par exemple, un film comme Les Amants a été pourchassé dans certains États, particulièrement réactionnaires, où le gouvernement de l'État faisait des poursuites contre les directeurs de salles qui passaient Les Amants. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de visa. C'est-à-dire que le film avait simplement passé la douane des États-Unis, et à partir de là, normalement, il n'y a pas de visa aux États-Unis, il n'y a pas de visa de censure. Alors ça devient vraiment un peu le fait du prince. C'est d'État en État, de commune en commune, dans certaines villes, le film... Et il y a des directeurs de salles qui ont fait de la prison, des directeurs de salles américains, dans l'Ohio en particulier, qui ont fait de la prison pour avoir projeté Les Amants. Ça, je dois dire que quand on connaît ces histoires, ça vous fait réfléchir sur une chose que beaucoup de cinéastes français réclament à corps et à cri, qui est l'abolition pure et simple de la censure. Moi, je crois qu'il faut un visa de censure de façon à être protégé vis-à-vis des instances locales, mais je crois qu'il faut que ce visa soit non pas basé sur la notion qui est finalement très, je dirais, très démodée, d'interdiction, mais sur la notion d'information. C'est-à-dire ce que nous, les metteurs en scène français, enfin l'ensemble des metteurs en scène français, nous défendons, c'est l'idée que le public ne soit pas autorisé ou interdit à l'entrée d'une salle de cinéma, mais qu'on le prévienne, qu'on lui dise, si vous voulez, que le visa prenne une forme, par exemple, avec des lettres, comme en Angleterre, A, B, C, D, X, qui veut dire, voilà, vous allez voir un film qui présente certains problèmes d'ordre moral ou d'ordre sur le plan de la violence, par exemple, pour les enfants. Ou c'est un film qui n'est, nous vous mettons en garde, il n'est pas visible par un public... Ça, nous sommes tout à fait pour, à condition que ça oblige, si vous voulez, que le film passe dans toutes les communes d'un pays comme la France sans problème. Ce qui, à mon sens, est absurde et qui me démontre, en tout cas, si besoin en était, que l'homme n'a pas avancé. Je veux dire, décider par une petite commission, une réunion de 10 chevelus intellectuels qui pensent détenir la pensée des autres et la censure, et décider de ce que les autres doivent voir ou pas, c'est purement absurde. Je veux dire que s'il y a une censure, elle devrait se faire au niveau du spectateur. Cette censure, elle devrait se traduire simplement par le fait que les gens vont voir ce film ou pas. C'est la seule censure possible, c'est-à-dire le choix du spectateur. Et l'idée de protection du spectateur, que pensez-vous? Mais le spectateur n'a pas besoin d'être protégé. Un spectateur se protège en allant voir plutôt tel film plutôt qu'un autre. Mais il faut lui laisser le choix, libre, total. On ne peut pas penser à sa place. Je ne peux pas, ou alors je suis un malhonnête, écrire un film en pensant aux habitants de Ménilmontant. Je ne vais pas dire les habitants de Ménilmontant aiment les chewing-gums bleus, alors je vais faire mon film en fonction. C'est une autocensure dans ce cas. La censure ne choisit pas selon la qualité ce que les gens aimeront. On dit tout ça, ça c'est dangereux pour eux. Donc, des individus pensent à la place d'autres. Et si on vous proposait dans une commission? Je refuserais, je trouve ça absurde. Je trouve que ça ne sert à rien. Mais je crois que cette idée, cette volonté qui ont les censeurs de couper, nous, écrivains, nous serons tous contre. Évidemment, nous, créateurs, nous sommes tous contre. Nous serons les mots les plus
les plus forts contre la censure, mais il faudrait penser un peu plus. Pourquoi il a des censeurs? Pourquoi il s'acharne contre nous? Je crois que cette volonté de couper, cette volonté de ciseaux, c'est une sorte de confession. Je trouve qu'ils sont des gens très à plaindre, les censeurs, qui nous montrent qu'ils sont émasculés, ils sont châtrés, et parce qu'ils sont châtrés, ils veulent couper ce qui, dans notre œuvre, il y a de plus beau, puisque dans notre corps, ils voudraient couper notre sexe, c'est ça qu'ils voudraient, les censeurs. Ils voudraient nous châtrer, couper les couilles. Ils ne peuvent pas couper nos couilles, alors ils nous coupent. Ils essaient de nous couper ce qu'il y a de plus grand chez nous, de plus émouvant, ce qui va faire pleurer et rire. C'est au niveau du toxique, c'est au niveau de l'hygiène mentale que je me place. Il y a certaines productions, et ça c'est spécial à mon avis, à la photo, mais surtout au cinéma, parce que l'impact de l'image est absolument spécial. C'est pas du tout la même chose que de lire un texte. C'est-à-dire que ce sont si vous voulez, en termes un peu techniques, ce sont des scènes vues qui retentissent sur les fantasmes, au sens inconscient du terme, des individus qui les regardent. Alors l'impact émotionnel inconscient peut être extrêmement grave chez certaines personnes. C'est à ce niveau-là que je me place simplement. Ce n'est pas du tout au niveau ni moral ni politique. Et je pense qu'il y a, et on est en train de poser la question, paraît-il, autant que j'ai vu dans le monde, je crois, il y aurait une protection à faire contre certains toxiques non médicamenteux, comme on fait de la protection par rapport à certains toxiques médicamenteux ou à l'intoxication alimentaire. La qualité des produits alimentaires est surveillée. C'est beaucoup plus le médecin que le prêtre. Essentiellement. Oh, essentiellement. C'est le médecin psychologue. C'est comme ça que j'ai toujours réagi. Et dans la commission, il y a un autre médecin également, qui est psychanalyste. Nous étions presque toujours d'accord, justement, dans cette perspective. Dans un sens, oui, mais est-ce que ce n'est pas quand même une atteinte une forme d'atteinte à la liberté, quand même? C'est évident, mais le fait qu'on ne vend pas la morphine n'importe comment, c'est une atteinte à la liberté aussi. De même qu'il y a des feux rouges pour empêcher qu'on s'entretue au coin des rues, c'est une entrave à la liberté, c'est une protection des gens. Forcément, si on veut protéger des gens contre des margoulins, c'est une atteinte à la liberté des margoulins. C'est très simple. Je crois qu'il faut évacuer tous ces grands machins, la liberté d'expression, etc. Je me suis violemment attrapé avec un producteur qui fait partie de la commission, après la vue d'un court-métrage qui était exactement une scène de délire psychiatrique particulièrement odieuse dans une cellule. C'était soi-disant un film artistique. C'était ni plus ni moins qu'un document médical. Mais ça, à mon avis, c'est excellent pour étudier certaines choses dans le milieu médical, d'accord. Mais flanquer ça dans les grandes salles, non. Alors il m'a dit, mais la liberté d'expression. Je dis, la liberté d'expression, à ce moment-là, Monsieur le Président, je demande qu'on rétablisse la vente de la morphine libre. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Je sais très bien que les censeurs croient toujours trouver une excuse dans la nécessaire protection de la jeunesse. En France, en tout cas, leur point de vue serait beaucoup plus solide si la censure s'exerçait uniquement à l'encontre des jeunes. Mais malheureusement, elle s'exerce à l'encontre de tous, y compris des adultes, car ces adultes sont assimilés à des mineurs, puisqu'un ministre peut décider si un film leur sera montré ou pas montré. Alors, le seul fait que cette censure peut interdire la représentation d'un film à tous, crée au départ chez les créateurs et chez leurs producteurs qui doivent intervenir pour le financement des œuvres cinématographiques, un phénomène de crainte qui est un phénomène d'autocensure. Alors d'une part, je vous le dis, la protection de la jeunesse est un alibi puisqu'on interdit la communication des œuvres à tous, y compris les majeurs de 18 ans, et d'autre part, le seul fait que cette censure existe à l'égard de tous fait craindre aux producteurs et aux créateurs que leur œuvre puisse ne jamais être communiquée. Et donc, spontanément, ils vont renoncer sur la seule menace du système existant à des œuvres qui ne verront jamais le jour et qui auraient probablement mérité de l'être. Oui, donc ils sont châtrés avant? Ils sont châtrés avant parce que déjà, ils ont peur d'être châtrés après. Et puis, ce qui m'inquiète, c'est que la protection de la jeunesse, je vous le disais, est un alibi, mais un alibi qui sert souvent à justifier des mobiles d'ordre politique ou d'ordre social.
Quand on a interdit un film comme La religieuse, précisément, vous voyez ce dossier abondant auquel il a donné lieu, eh bien, je ne pense pas qu'on redoutait un outrage aux mœurs pour un public juvénile. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que la population puisse s'émouvoir d'un outrage à la divinité, à l'institution monacale. Et on ne s'est même pas préoccupé de savoir si cet outrage était réel. On a simplement voulu donner satisfaction à une partie de la population qui pouvait le redouter. Je ne pense pas que la jeunesse était menacée par un film comme La religieuse. La religieuse est un film consacré aux vocations forcées. Rien ne me paraît plus moral que de mettre en garde les jeunes, par exemple, contre les vocations forcées. Simplement, on a fait une opération politique, et à l'époque d'ailleurs, cela coïncidait avec des élections, ça ne me paraît pas par hasard. On a fait une opération politique en donnant satisfaction à une partie de la population qui tremblait de rage au seul prononcé des mots La religieuse qui évoquaient une œuvre justement célèbre de Diderot. Vous dites que la morale, par exemple, une question de moralité, même si elle vous choque, vous ne vous sentez pas le droit de l'interdire. Et non, parce que la morale, c'est la question de la conscience de chacun. C'est là qu'il faut promouvoir la liberté des gens pour choisir leur comportement. Moi, je suis tout à fait partisan, et je crois que c'est évangélique, que la morale soit une question de conscience adulte. C'est donc bien pour ça que ce n'est pas à ce niveau-là que le contrôle doit jouer. Il y a certaines scènes, par exemple, dites érotiques. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait que ça passe. Et je vais même très loin, je me suis accroché 2 ou 3 fois avec tel ou tel membre de la commission, où il y avait un film, disons, érotique, si vous voulez, mais qui était vraiment... qui avait un sens, qui était une signification profonde. Ce n'était pas de la cochonnerie du tout, mais c'était très, très ouvertement... on assistait à un coït, ni plus ni moins. Bon. Et alors, des hurlements chez tel ou tel, pas idée, il faut l'interdire au plus de 18 ans, ou plus. Et moi, j'ai plaidé pour l'interdire au moins de 13 ans, parce qu'ils ne comprendraient pas, mais pas pour les autres, parce que les adolescents, c'est excellent de faire de l'éducation sexuelle. Oui, bon, puis ils se débrouilleront au point de vue moral avec ça. Et puis ils en causeront avec leurs parents, etc. C'est pas à ce niveau-là que se pose la question de la censure. Mais quand on voit certains films pornographiques qui sont... très rapidement, je vais essayer de vous dire le point de départ de mon raisonnement. Il y a de ça une dizaine d'années, je crois, ou 15 ans, on a voulu essayer de soigner des déliriums très minces dans un hôpital psychiatrique. Vous savez, le délire alcoolique aigu, qui est effroyable à voir. On a filmé les malades. Puis quand ils récupéraient, au bout de quelques jours, et qu'ils étaient un peu plus conscients, on leur montrait le film de ce qu'ils étaient. Et sans se rendre compte à ce moment-là qu'ils étaient ça. On a été obligé de s'arrêter parce qu'il y a eu trop de suicides. Et des suicides. Bien évidemment. Parce que ça les concernait eux, si ça avait concerné quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est que ça concernait... Les images que l'on voit retentissent au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire de soi sans qu'on le sache. Et en particulier, certaines scènes ou certains déroulements d'obsession pornographique peuvent déclencher chez des gens des crises vraiment d'angoisse et d'inhibition sexuelle. Il y a un certain nombre de psychiatres qui en ont déjà vu. C'est là qu'on voit les dégâts. J'ai vu au moins 2 fois des sujets en psychothérapie ou en psychanalyse qui étaient en train de progresser, de résoudre leurs problèmes ou d'inhibition ou d'obsession, et la thérapie a été stoppée pendant 1 an ou 2, ou même stoppée complètement, à cause de tel ou tel film, chez tel ou tel malade. Il n'y en aurait qu'un dans la salle, la question se pose. On n'a pas le droit d'intoxiquer les gens, ou de les empêcher de se soigner quand ils sont en train de se soigner. Pensez-vous arriver à la disparition de la censure, oui. de la commission de censure? Ah oui, moi je pense qu'on arrivera à la disparition de la commission de censure, parce que vous voyez, ce qu'il y a de réconfortant, c'est que les censeurs sont toujours en retard d'une guerre, voire de 2. En l'espèce, ils me paraissent en retard d'une guerre, notamment dans le domaine technique. Ils ne se rendent pas compte que vouloir emprisonner les images à une époque où chacun de nous va capter bientôt les images aussi facilement avec le nouveau matériel, avec les nouveaux caméras qu'autrefois on captait une idée au bout de son stylo, bien c'est dérisoire. Bientôt, vous allez avoir des milliers de gens, jeunes de préférence, qui vont se disperser, qui vont emprisonner, eux, ces images pour les restituer avec liberté en leur donnant un sens. Et ils auront des films qui seront des enregistrements de type magnétique et non plus des enregistrements sur pellicule. Et ces films existeront par milliers et non plus par dizaines. Et je mets au défi les censeurs de courir après ces films qui vont être projetés
dans les réunions d'étudiants, dans les lycées, dans tous les centres d'agitation intellectuelle au beau sens du mot agitation intellectuelle. Il ne suffira plus de s'adresser à une trentaine de producteurs français qu'on aura mis en carte et auxquels on dira « si vous ne soumettez pas vos films à la commission de censure, eh bien cette carte, on vous l'enlèvera ». Il faudra courir, je vous le dis, après des milliers de créateurs juvéniles, et alors là, la censure, elle sera obligée de dire qu'elle est non seulement essoufflée, exténuée, mais moribonde. Et puis, je crois que d'un point de vue plus intellectuel, la censure, elle est également en retard d'un postulat, si je puis dire. Encore une fois, elle nous rabat toujours les oreilles de l'effet dangereux de l'image, mais aujourd'hui, les sociologues, les psychologues progressent. Ils démontrent déjà que ce fameux effet dangereux de l'image, cet effet spécifique de l'image, eh bien, il n'existe que dans l'imagination des censeurs, que nous n'en avons aucune certitude. Et j'espère que dans un deuxième temps, on démontrera non seulement que l'effet dangereux de l'image n'est pas prouvé, mais que l'effet dangereux de l'image n'existe pas. Et que ce qui est dangereux sont des institutions comme la censure, oui, tout ce qui, au fond, limite l'épanouissement de l'homme, ça, il n'y a pas de question.